Il y a cette métaphore qu'on utilise super souvent quand on parle de diagnostic médical. Tu sais, on s'attend toujours à une précision absolue. Ouais, un truc très clinique, très mathématique, quoi. Exactement, c'est comme de l'ingénierie en fait. Genre, on se casse le bras, on va faire une radio, et la radiographie, elle montre cette ligne blanche bien nette sur l'os. Et là, le médecin pointe le doigt et dit voilà, c'est là, c'est cassé. C'est ça, le diagnostic est binaire. Et, enfin, on va pas se mentir, c'est hyper rassurant parce que l'anomalie est visible et le remède est évident. Le problème, il a une forme précise, il rentre bien sagement dans une case. Ah bah on adore quand les choses rentrent dans des cases. Ça structure la pensée. Grave. Sauf que, quand on essaie de transposer cette attente de clarté, de diagnostic évident, au monde du travail et à l'orientation professionnelle, la machine à rayons X, elle tombe complètement en panne. C'est clair, il n'y a plus de ligne blanche bien nette. Voilà, on navigue dans un brouillard total. Il n'y a pas de diagnostic binaire pour expliquer cette sensation très particulière et pourtant qui est tellement répandue aujourd'hui. Tu parles de ces sentiments de décalage? Ouais, ce sentiment de culpabilité écrasante, tu sais, qui surgit quand, au bout d'un an à peine dans un nouveau poste, paf, l'ennui pointe le bout de son nez. Et on se dit, mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? C'est exactement ce qu'on pourrait appeler l'angoisse de la dispersion. En fait, la société nous demande constamment quelle est ta vocation ou c'est quoi ta spécialité. Et pour beaucoup de gens, c'est une question qui est juste paralysante. Parce que la réponse, elle n'est pas unique. Non, elle l'est pas. Et c'est précisément ce brouillard-là que notre décryptage d'aujourd'hui va essayer de dissiper. Tout à fait. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une réflexion fascinante issue de l'ouvrage « Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case ». Et c'est une analyse qui s'adresse vraiment à tous ces esprits insatiables. Les fameux touche-à-tout. Voilà, ces gens qui ont une curiosité débordante et qui ont souvent l'impression, à tort, d'être des girouettes professionnelles. Et ce qui est fou, c'est que l'idée centrale ici, c'est pas de leur donner une énième méthode miracle pour enfin se fixer sur un seul truc. Non, c'est de renverser complètement le paradigme. La mission de notre exploration, c'est de poser cette hypothèse de départ. Et si le fait de ne pas avoir une seule passion, de refuser l'hyperspécialisation, c'était pas un dysfonctionnement à corriger? Ah, ça change tout de voir les choses comme ça. Ouais, et si ce fonctionnement, ce qu'on appelle la multipotentialité, c'était en réalité le mécanisme d'adaptation le plus puissant pour le marché du travail de demain. Le but, c'est de comprendre la mécanique interne de ces profils et de voir comment cette curiosité en arborescence peut devenir une vraie carrière. Et pour comprendre ça, ça nécessite d'abord de comprendre d'où vient cette pression de la spécialisation. Parce que cette idée qu'il faut absolument choisir un seul couloir pour toute sa vie, ça tombe pas du ciel, quoi. Non, c'est très ancré historiquement en fait. Si on remonte un peu le fil, on se rend vite compte que notre modèle éducatif et professionnel, il ressemble énormément à une chaîne de montage d'usine. C'est une super métaphore. Tu vois, on y entre, on est formaté pour devenir un outil très spécifique, conçu pour une tâche bien précise, puis à la fin, paf, on en ressort avec une étiquette collée sur le front. Ouais, un diplôme, un titre de poste. Et ce modèle linéaire, où des études spécialisées mènent forcément à un métier spécifique, puis au CDI, puis à la sécurité, c'est un héritage qui est finalement très récent. C'est vrai, on a l'impression que ça a toujours été comme ça, mais pas du tout. Pas du tout. Ça a été forgé juste après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, le contexte économique exigeait une reconstruction hyper rapide, tu vois, une production de masse. Mais il fallait que ça débite, quoi. Exactement. Les entreprises avaient besoin d'une efficacité industrielle immédiate. Et ça en implique des processus très standardisés et des travailleurs capables de répéter des tâches extrêmement pointues. Du coup, on a sociologiquement associé la notion de compétence à la notion de spécialisation étroite. Donc en gros, on a confondu un besoin économique temporaire lié à une époque avec une vérité absolue sur la nature humaine. C'est exactement ça le piège. C'est fou quand on y pense. Et c'est un contraste absolu avec ce qui se passait par exemple à la Renaissance. Si on prend la figure classique de Léonard de Vinci, le mec il était peintre, ingénieur, botaniste, anatomiste. Ouais, il touchait à tout. Et à l'époque, cette transversalité, c'était pas du tout perçu comme un manque de concentration ou un signe d'instabilité. C'était l'essence même de l'intelligence. L'innovation, elle naissait précisément à l'intersection de toutes ces disciplines. Et ce qui est vraiment crucial aujourd'hui dans l'analyse qu'on décrypte, c'est que nous sommes en train de vivre un retour forcé à ce modèle de la Renaissance. Un retour forcé ? Ouais. Genre on n'a pas le choix ? Non, on n'a plus le choix. Et c'est pas par idéalisme, c'est par nécessité technologique. Les recherches évoquées dans notre source, notamment des rapports de l'Institut Sapiens et une grande étude de Dell, elles expliquent une mécanique qui est implacable. C'est-à-dire ?
la majorité des emplois hyper spécialisés, tu sais, on parle des comptables, des techniciens de saisie, des analystes de données de premier niveau, ils sont directement menacés par l'automatisation. Ah ouais, l'intelligence artificielle, quoi. Exactement, parce que l'IA, elle excelle précisément dans la logique séquentielle, répétitive et hyper spécialisée. Mais du coup, c'est une inversion totale de ce qu'on nous a toujours vendu comme étant la sécurité absolue. Complètement. On nous a toujours martelé, deviens le meilleur expert sur ce tout petit segment de marché et tu seras indispensable, personne pourra te virer. Ouais, le mythe de l'hyper-expert intouchable. Mais si la tâche, en fin de compte, ça consiste juste à appliquer des règles complexes dans un domaine fermé, un algorithme, il le fera toujours plus vite, sans dormir et sans faire d'erreur. C'est clair. Donc l'hyperspécialisation, non seulement elle protège plus, mais elle devient carrément la plus grande zone de vulnérabilité pour l'avenir. Waouh, c'est un sacré changement de perspective. Un algorithme, il peut analyser, 10 000 bilans comptables en une seconde. Ça, c'est facile pour lui. Mais il est totalement incapable de faire le lien, par exemple, entre une tendance sociologique émergente, un besoin psychologique d'une équipe et une contrainte financière. Pour inventer une nouvelle façon de travailler, par exemple. Voilà, et c'est là que le profil multipotentiel prend sa revanche éclatante. La capacité de lier des domaines qui n'ont apparemment absolument rien à voir, ça devient la compétence la plus difficile à automatiser. Donc si la machine s'empare de la spécialisation verticale, la valeur de l'humain, elle glisse naturellement vers l'horizontalité. C'est exactement le mouvement en cours. C'est hyper logique. Ce qui nous amène, du coup, à devoir décoder un peu l'ADN de ces fameux profils multipotentiels. Parce que c'est bien beau l'horizontalité, mais là, faut qu'on affronte l'objection numéro 1, celle qu'on entend tout le temps. Ah, je la vois venir. Le vieux dicton. Ouais, le fameux touche à tout, bon à rien. C'est un classique. Parce que, si on explore sans cesse des nouveaux trucs sans jamais y consacrer toute sa vie, est-ce qu'on finit pas inévitablement par être hyper médiocre partout ? Comment on peut créer de la valeur si on n'accumule pas les fameuses 10 000 heures de pratique qui sont censées être la norme de l'expertise ? C'est vraiment le mythe tenace par excellence. Et l'analyse qu'on explore s'attache vraiment à le déconstruire en démontant la mécanique même des compétences. D'accord. Déjà, première chose, il faut absolument séparer la multipotentialité de la notion de génie ou de ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel, le HPI. Ah, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. C'est pas une question d'avoir un cerveau qui calcule plus vite que les autres, c'est une question de câblage émotionnel et cognitif face à la nouveauté, face à la curiosité. Ok, je vois la nuance. Et ensuite, sur cette question de la création de valeur et d'être médiocre partout, la dynamique est très différente de l'expertise classique. L'expert absolu, lui, il possède ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques pures. Le savoir-faire dur, ouais. Le multipotentiel, à l'inverse, il va capitaliser à fond sur ses soft skills, ses compétences transversales. Donc l'empathie, l'adaptabilité, l'intelligence émotionnelle et surtout, la métacompétence ultime. Qui est ? La capacité d'apprendre à apprendre rapidement. Donc en gros, la valeur, elle n'est pas dans la profondeur absolue de la connaissance, mais dans l'agilité à aller chercher cette connaissance et à la combiner avec d'autres trucs. Exactement. Et ça fait vachement écho à une règle super intéressante, la règle de Josh Kaufman, qui est mentionnée dans nos sources. Oui, très juste. Il explique en fait qu'on n'a pas besoin de faire partie des 1% des meilleurs experts mondiaux pour être utile aux autres. Non, heureusement. Il suffit souvent d'en savoir 5% de plus que la personne qu'on essaye d'aider pour lui apporter une valeur immense. C'est vraiment le rôle du traducteur, tu vois, le pont entre le grand public qui n'y connaît rien et l'expert qui est souvent totalement inaccessible ou incompréhensible. C'est ce qu'on appelle l'expertise relative, en fait. C'est vrai que l'hyper-expert, il a souvent ce qu'on nomme la malédiction du savoir. Ah oui. Il est tellement loin dans son domaine qu'il ne se souvient même plus de ce que c'est que de ne rien y comprendre. Il utilise un jargon impossible. C'est ça. Alors que le multipotentiel, comme il passe sa vie à être un débutant dans des nouvelles disciplines, il garde une pédagogie, une humilité et une clarté d'esprit qui sont hyper précieuses. Il y a un exemple génial pour illustrer ça dans le texte, c'est celui de cette infirmière expatriée au Canada. Ah oui, cette histoire est super parlante. Elle montre vraiment ce changement de paradigme. En France, le marché de l'emploi, il est obsédé par le diplôme. On scrute le parcours linéaire. Si tu as une rupture sur ton CV, oula, c'est vu comme une anomalie grave. C'est un peu le tribunal du CV, ouais. Grave. Mais au Canada, son témoignage montre que le marché, il valorise carrément la résilience professionnelle. Quelqu'un qui a su se réinventer 3 ou 4 fois dans des domaines différents, il prouve par ses actes qu'il saura s'adapter aux prochains bouleversements de l'entreprise. C'est la preuve vivante que l'adaptabilité, c'est devenu la monnaie d'échange la plus forte sur le marché. Mais bon, on va pas non plus peindre un tableau idyllique.
Faut pas faire croire que c'est un super pouvoir magique et que la vie est rose tous les jours pour ces profils. Ah non, il y a des sacrés défis, c'est clair. Parce que, avoir ce besoin viscéral de nouveauté permanente, ça veut aussi dire se heurter à des murs psychologiques hyper rudes au quotidien. Et le premier de ces murs, c'est l'ennui. L'ennemi juré. J'aime beaucoup visualiser l'ennui comme ce voyant lumineux rouge, tu sais, qui s'allume brutalement sur le tableau de bord d'une voiture. Ouais, le voyant que tout le monde déteste. Voilà. Et la réaction standard, à cause de la pression sociale, c'est de prendre un gros bout de scotch noir, de le coller sur le voyant pour plus le voir, d'augmenter le volume de l'autoradio et de continuer à rouler en priant pour que le moteur lâche pas. C'est tellement ça. On se sent coupable de s'ennuyer. On culpabilise à fond, on se dit j'ai un bon job, je devrais être content, pourquoi je m'ennuie? Mais cette culpabilité, elle est super dangereuse parce qu'elle ignore totalement la fonction biologique de l'ennui. Et l'ouvrage explore ça très en profondeur avec le concept de bore-out. L'épuisement par l'ennui, c'est ça? Oui. Physiologiquement parlant, le cerveau d'un multipotentiel, il a un besoin, mais vraiment viscéral, de stimulation et de créer de nouvelles connexions neuronales. C'est sa nourriture. D'accord. Donc quand on l'enferme dans une tâche répétitive où il a déjà compris comment tout fonctionne depuis 6 mois, son niveau de cortisol se dérègle, sa plasticité cérébrale, elle est sous-exploitée. Donc l'ennui, c'est pas du tout un défaut de caractère ou un caprice d'enfant gâté. Pas du tout. C'est vraiment une alarme biologique qui signale une sous-alimentation intellectuelle, ou parfois une perte de sens. C'est hyper intéressant parce que ça permet aussi d'expliquer le deuxième grand démon qui hante les multipotentiels, la procrastination. Ah, la fameuse. Parce que on juge très souvent la procrastination comme un simple manque de discipline. On se dit, oh là là, c'est juste de la flemme, la personne ne veut pas faire d'efforts. Mais si on comprend cette fin biologique de nouveauté dont tu viens de parler, la dynamique, elle prend tout autre sens. C'est là que la neurochimie entre en jeu, en fait. Et c'est lié à ce que l'analyse appelle le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant. Ouais. C'est pas que ces gens refusent l'effort ou le travail dur, c'est que leur circuit de la récompense dans le cerveau, il est extrêmement sensible à la courbe d'apprentissage. Ok. Au tout début d'un nouveau projet, la courbe, elle est hyper raide. Il y a tout à découvrir, tout est nouveau. Le cerveau, il est littéralement inondé de dopamine. C'est l'excitation pure de la découverte. On est à fond, on y passe des nuits blanches. Voilà. Mais le problème, c'est qu'une fois que le fonctionnement global est compris, une fois que le mystère est résolu à, disons, 90%, la récompense dopaminergique, elle s'effondre d'un coup. En gros, le puzzle est résolu dans la tête, donc le cerveau, il refuse de dépenser de l'énergie juste pour placer les dernières pièces bleues du ciel sur les bords. Exactement. Il préfère largement aller chercher une nouvelle boîte de puzzle toute neuve. Et c'est ça qui pousse inévitablement à repousser, à procrastiner sur toutes ces petites tâches de finition du projet en cours. On veut passer au projet suivant. C'est exactement cette mécanique. Et le truc, c'est que pour contrer ça, la volonté pure, le fait de se forcer en serrant les dents, ça suffit pas. Ça marche un temps, mais on craque. Ouais. Du coup, les sources proposent des vrais mécanismes d'ingénierie comportementale. Intéressant. Comme quoi, par exemple? Le premier mécanisme, c'est d'inverser complètement le rapport entre l'action et la motivation. C'est-à-dire, tant d'être dans le bon mood. Mais la neurologie, elle montre que c'est l'inverse. L'action précède la motivation. Si tu t'engages mécaniquement dans une tâche, même pendant juste 5 minutes, ça va créer un micro-élan. Et c'est ce mouvement qui va générer ensuite la motivation de continuer. C'est comme amorcer une pompe manuellement, quoi. On force un peu au début pour que l'eau arrive. C'est une très bonne image. Ok, donc ça c'est pour l'action. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce besoin de nouveauté qui est insatiable? On ne peut pas juste l'ignorer ou le réprimer indéfiniment? Surtout pas. Le réprimer, c'est le ticket direct pour le bore-out. Non, la méthode qui est recommandée, c'est de compartimenter. Compartimenter. Ouais. Il s'agit de s'aménager des plages horaires qui sont vraiment sanctuarisées. Par exemple, tu bloques 2 heures le week-end et c'est dédié exclusivement à l'exploration, mais sans aucun but productif. Ah, juste pour le plaisir de découvrir. Exactement. C'est comme un bac à sable intellectuel. Tu peux y apprendre les bases du mandarin, tu peux lire un bouquin sur la physique quantique ou t'essayer à la poterie dans ton garage. Le tout sans aucune pression de résultat. Zéro pression. Et surtout, sans chercher à se dire « Ah, il faut que j'en fasse un métier ». En nourrissant consciemment ce besoin de nouveauté, mais de manière très encadrée, on diminue drastiquement la frustration et les effets du syndrome de l'objet brillant pendant les heures de travail plus classiques. Ok, donc si on résume un peu la situation à ce stade, on a compris la valeur immense de la transversalité face à l'IA, on sait maintenant que l'ennui, c'est un signal d'alarme légitime et pas une tare, et on a des outils pour gérer ces fameux pics de dopamine. On avance bien, oui. Mais il reste quand même un obstacle majeur, et pas des moindres.
c'est l'orientation concrète. Ah oui, le passage à la réalité. Imaginons un esprit qui bouillonne d'idées. Le lundi, la personne, elle veut ouvrir un restaurant végétalien conceptuel. Le mercredi, elle télécharge des tutoriels pour apprendre le code informatique. Et puis le vendredi, bim, elle se passionne pour l'ébénisterie et la menuiserie. C'est le quotidien de beaucoup de gens. Mais comment en pratique? Comment on fait le tri dans ce chaos créatif pour construire une vraie trajectoire? Une trajectoire qui a du sens, qui paye les factures, sans se disperser aux quatre vents. C'est vraiment le nœud du problème. Et la solution qui est apportée par l'analyse est assez radicale. Il faut cesser, mais alors immédiatement, la quête de la fameuse passion. Arrêtez de chercher sa passion. Mais on nous vainc ça depuis toujours. Je sais, mais c'est un concept hyper trompeur. Parce que la passion, elle est centrée sur l'activité elle-même, sur le fait de faire la chose. Et par nature, pour un multipotentiel, l'intérêt pour une activité, c'est éphémère. D'accord? Le véritable filtre qu'il faut utiliser pour s'orienter, c'est de croiser sa motivation profonde avec ses forces naturelles. On pourrait dire du coup que la passion, ça relève plutôt de la consommation. On consomme un truc qu'on aime, alors que la motivation profonde, ça relève de la production, de l'impact réel qu'on a envie d'avoir sur le monde. C'est une distinction super pertinente. C'est vraiment la différence entre ce qu'on fait, l'activité pure, et le pourquoi on le fait. Ok. La motivation profonde, c'est vraiment l'essence du problème que tu souhaites résoudre, ou alors la contribution très spécifique que tu veux apporter aux autres. Et les forces, c'est quoi exactement dans ce contexte? C'est les diplômes? Non, pas forcément. Une force, c'est pas juste une compétence qu'on a durement acquise à l'école. C'est une action et une tâche qu'on réalise avec beaucoup de fluidité, une aisance naturelle. Et surtout, un truc qui te redonne de l'énergie quand tu le fais, au lieu de t'en vider. Ah ouais, le truc où t'as pas l'impression de bosser, quoi. Voilà. Et l'alignement de ces deux éléments, motivation profonde et force naturelle, c'est ça la vraie boussole pour la carrière. Il y a une histoire dans le livre qui illustre cette mécanique de façon vraiment brillante. C'est l'histoire de Bertrand. Ah, Bertrand, le directeur financier. Exactement. Sur le papier, Bertrand, il a gagné le jeu de la réussite sociale classique. Il a le salaire hyper impressionnant, le grand bureau, le statut social, la voiture de fonction, tout quoi. Le rêve de beaucoup. Sauf que de l'intérieur, le mec est en train de s'éteindre un petit feu. Il est au bord de la dépression, il s'ennuie à mourir. Et l'analyse de son cas, elle montre qu'il avait tout simplement confondu l'atteinte d'un statut social prestigieux avec sa véritable motivation profonde. Et en creusant un peu son profil, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que son vrai moteur, le truc qui l'anime viscéralement au fond de lui, c'est pas du tout la finance d'entreprise ou les fusions-acquisitions, c'est la transmission. Ah, Son kiff absolu, c'est d'aider les plus jeunes à comprendre le monde complexe, à vulgariser et à s'insérer dans la vie active. et c'est là que cette méthode, cette boussole, elle prend tout son sens. Parce que s'il avait juste cherché une nouvelle passion, genre la poterie pour remplacer la finance, il aurait pu tout plaquer sur un coup de tête, impulsivement, et se retrouver dans une galère financière. C'est le risque, ouais. Mais en identifiant clairement sa motivation profonde, donc la transmission, il peut tout à fait conserver ses forces existantes. Tu vois, sa rigueur analytique, sa clarté d'esprit, sa super maîtrise des chiffres, et il va juste changer de véhicule professionnel. Ouais, le pourquoi reste fixe, c'est juste le comment qui s'adapte à la situation. C'est ça. Il peut devenir professeur d'économie, il peut créer une fondation d'accompagnement pour les jeunes, ou alors devenir formateur indépendant en entreprise. Il y a plein de voies possibles. Et justement, ce changement d'angle de vue, il déverrouille une infinité de possibilités. Et d'ailleurs, pour héberger toute cette flexibilité dont on parle, l'ouvrage prend le temps de détailler plusieurs architectures de carrière qui sortent un peu du cadre classique. On s'éloigne du CDI monolithique de 40 ans, quoi. C'est clair, des modèles qui sont vraiment structurellement conçus pour les cerveaux qui ont ce besoin vital de variété. Oui, et l'une des approches qui est peut-être la plus pragmatique, et qu'on voit de plus en plus, c'est le slashing, Le slashing, comme le fait de cumuler les trucs. Exactement. C'est ce modèle où tu cumules délibérément plusieurs activités. Le format le plus courant, c'est d'avoir un emploi dit alimentaire ou un job principal, souvent à temps partiel. ok, pour rassurer le banquier, Voilà. Ça assure la stabilité financière, ça paye le loyer et ça donne une sécurité mentale. Et à côté de ça, tu couples ça avec une ou plusieurs activités passion, souvent en freelance ou en indépendant. Et ces activités-là, elles assouvissent ton besoin de créativité et de nouveauté, mais sans avoir la pression vitale de devoir être hyper rentable tout de suite. c'est le fameux profil qu'on croise souvent, tu sais, genre consultant en informatique la semaine, photographe de mariage le week-end et prof de yoga le mardi soir. C'est l'exemple parfait du slasher. Mais après, si on veut quand même garder une seule casquette officielle, si on aime bien l'idée d'avoir un seul projet central, il y a aussi la voie de l'entrepreneuriat. Ah l'entrepreneuriat, c'est presque l'écosystème naturel du multipotentiel.
Bah oui, par définition, quand tu montes un projet de zéro, t'es obligé d'être au four et au moulin. T'as pas le choix. Tu dois faire la comptabilité le matin en pleurant un peu, tu conçois ton produit à midi, tu fais la communication et le marketing l'après-midi sur les réseaux sociaux. Enfin, la monotonie, elle est structurellement impossible dans ce cadre-là. C'est clair. L'entrepreneuriat, ça offre vraiment cette page blanche perpétuelle où tu peux te réinventer sans cesse. Mais attention, c'est aussi tout à fait possible de s'épanouir au sein d'une entreprise traditionnelle. Faut pas croire que tout le monde doit devenir freelance ou monter sa boîte. Ah oui, mais comment on fait pour pas s'ennuyer en entreprise alors? La clé, c'est de viser une évolution transversale plutôt qu'une évolution verticale. Tu veux dire, au lieu de chercher à grimper les échelons pour devenir le grand patron? Exactement. Au lieu de vouloir devenir le directeur ultra spécialisé d'un seul département, le multipotentiel, il a tout intérêt à se positionner comme un profil hybride, genre un chef de projet transverse. Ah, je vois. Le mec qui fait le lien entre tout le monde. C'est ça. C'est la personne qui est capable de comprendre les grosses contraintes techniques des ingénieurs le matin et de les traduire l'après-midi en arguments de vente hyper clairs pour l'équipe commerciale. Le rôle de traducteur dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Ces rôles de pont interdépartement, ils sont devenus juste cruciaux dans des organisations qui sont aujourd'hui souvent beaucoup trop silotées. Et l'avantage, c'est que ça offre un renouvellement permanent des défis et des interlocuteurs. Si on prend un peu de recul sur tous ces éléments, on s'aperçoit vite que cette analyse, ce livre, c'est bien plus qu'un simple guide d'orientation classique du genre comment refaire son CV. Oh oui, ça va bien plus loin. C'est un véritable acte de légitimation intellectuelle. Parce que, bon, pendant des décennies, on a regardé ces profils qui passent d'un intérêt à l'autre à travers un prisme très négatif, le prisme du déficit. Ouais, on leur disait, tu manques de concentration, t'as un problème d'engagement, t'es instable. Voilà. Mais quand on prend le temps de démonter les mécanismes biologiques, historiques et économiques comme on vient de le faire, on s'aperçoit que c'est en fait une forme d'intelligence systémique qui est indispensable pour la suite. C'est un changement de paradigme qui est complet. Ce qu'on retient de cet ouvrage, c'est qu'il ne cherche pas à fournir un nouveau moule étriqué dans lequel il faudrait se forcer à rentrer. Il donne littéralement la permission officielle de dessiner sa propre architecture. C'est libérateur en fait. Complètement. Avoir plusieurs vies professionnelles, que ce soit en séquence l'une après l'autre ou en simultané, ce n'est plus du tout une anomalie de parcours. C'est devenu une stratégie d'adaptation super robuste. Et cette réflexion finale, elle nous pousse aussi à remettre en question la façon même dont notre société formate les esprits. Et ce, dès la racine, tu vois, dès l'enfance. Ah oui, cette fameuse question qu'on pose aux enfants. Depuis toujours, on a ce rituel, cette question qu'on pose avec les meilleures intentions du monde, mais qui enferme immédiatement la pensée des gamins. C'est le fameux « quel métier tu veux faire plus tard ?» Une question qui génère tellement d'angoisse en grandissant. Parce que cette simple interrogation, elle t'oblige direct à choisir une case, à choisir une étiquette, un titre, pompier, médecin, astronaute. C'est très réducteur. Et si, à la place, on arrêtait de demander quel titre porter, pour commencer à demander aux enfants quel problème as-tu envie de résoudre dans ce monde? Waouh! Ça ouvre des perspectives incroyables de poser la question comme ça. Imagine un peu à quoi ressembleraient nos trajectoires professionnelles demain si on avait grandi avec une telle boussole. C'est une réflexion hyper puissante qui bouleverse complètement les règles du jeu. Et honnêtement, ça mérite vraiment de rester une question ouverte pour chacun d'entre nous. C'est une super conclusion à méditer en tout cas. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. Et pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage passionnant. À très bientôt.